Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Quelques semaines, mois se sont écoulés depuis la dernière vidéo sans secret de Disneyland Paris, mais je suis de retour aujourd'hui et cette fois-ci direction le land des cowboys, des indiens, de Phantom Manor et de Big Thunder Mountain. Vous êtes prêts? C'est parti. Comme d'habitude, avant de commencer, je vous rappelle que vous pourrez retrouver tous ces secrets et bien d'autres encore sur mon blog Hello Disneyland qui vous offre des conseils et des astuces pour vos séjours Disney. Et le lien est toujours en barre d'infos. Vous l'aurez compris, aujourd'hui je vous emmène à Frontierland et vous allez voir que ce land n'est pas juste le land du train de la mine mais qu'il regorge de détails et de secrets historiques. Pas toujours liés à Disney d'ailleurs, ce qui le rend encore plus passionnant. On y va? Allez, commençons par l'entrée du land. Les tipis indiens que l'on peut voir à l'entrée de Frontierland appartiennent à la tribu Shoshone. Et si vous avez de la chance, vous verrez que de la fumée en sort parfois. D'ailleurs, ces tipis étaient autrefois une scénographie que les visiteurs pouvaient visiter. Cet endroit était alors nommé Wilderness Trail Passage, et l'entrée et le chemin sont d'ailleurs toujours là. Direction Legend of the Wild West à l'entrée de Frontierland, dont le fort porte le nom de Fort Comstock, en hommage à la plus riche mine de l'Ouest américain. Cette attraction, qui semble être là depuis toujours, n'a cependant ouvert ses portes qu'en 1993. Dans ce fort, aviez-vous remarqué que l'un des personnages, le prospecteur, buvait du whisky produit par les Imagineers? Cette bouteille avec l'inscription Old Imagineer, produite par les Imagineers donc, contient un alcool fermenté mis en bouteille à Glendale. Mais ce n'est pas tout. La bouteille affiche également le nombre 1401. Souvenez-vous, on en a parlé dans les secrets de Main Street USA. Celui-ci est un clin d'œil au siège de Walt Disney Imagineering, situé au 1401 Flower Street à Glendale justement. Tout près de là, observez bien la mâchoire de Davy Crockett. Vous y verrez une balle. La mise en scène de cette séquence montre que le trappeur est un personnage hors du commun, tirant en arrière en s'aidant de son miroir et attrapant la balle avec ses dents après que celle-ci ait fait quelques ricochets. D'ailleurs, sachez que la plupart des avis de recherche visibles dans Legend of the Wild West sont authentiques. Un peu plus loin, vous voilà arrivé à Thunder Mesa. Regardez au sol. Avez-vous remarqué les traces de diligence et de fer à cheval? On est bien au Far West. Les arbres du centre de Thunder Mesa datent de bien avant 1992. En effet, ils se trouvaient en plein milieu du champ de betteraves lors des premiers travaux de terrassement et ont été transplantés le temps des travaux, puis replantés par la suite. Sur toutes les poubelles de Frontierland est indiquée la date de 1849. Celle-ci correspond à l'année pendant laquelle les immigrants sont arrivés massivement en Californie pour la ruée vers l'or. À l'entrée de Frontierland, toujours, une plaque située sous la pancarte de Thunder Mesa explique le mythe de la frontière américaine, d'où le land tire son nom. Juste à côté, le restaurant de Lucky Nugget Saloon a été fondé en 1858 comme indiqué sur la façade. Il s'agit de l'année de découverte de la pépite d'or Welcome Nugget, la plus grosse pépite jamais découverte à cette époque. Le Lucky Nugget Saloon tire par ailleurs son nom du saloon que l'on peut voir dans le film Disney L'Honorable Griffin, sorti en 1967. On dit que la propriétaire du restaurant, Diamond Lil, a trouvé une énorme pépite dans les mines de Big Thunder Mountain. D'ailleurs, cette fameuse pépite peut être vue derrière le bar du restaurant. Au fond de la salle du Lucky Nuggets, derrière la scène, se trouve un grand rideau représentant Thunder Mesa et les différents lieux et attractions de Frontierland. On y voit donc Big Thunder Mountain, le Phantom Manor, Cowboy Cookout Barbecue, et j'en oublie. Sur ce même rideau de scène, les plus observateurs reconnaîtront quelques vestiges du passé de Frontierland. Les Indian Canoë, les Killboats, mais aussi Zorro et The Lucky Nuggets Review, qui était un spectacle cancan proposé au saloon jusqu'à 1993. L'or est au cœur de l'histoire de Frontierland avec la pépite d'or du Lucky Nuggets, la mine d'or de Big Thunder Mountain, la fontaine d'or du Fuente del Oro, et toutes les personnalités qui ont fait fortune pendant la ruée vers l'or. Diamond Lil, Henry Ravenswood, le propriétaire de Phantom Manor, et Molly Brown. À gauche du Silver Spur Steakhouse, observez bien l'enseigne du Last Chance Café. Elle est criblée de balles. Et entre le Silver Spur Steakhouse justement et le Last Chance Café se trouve la charrette d'un apothicaire, le Dr Vassell. Vassell est probablement un hommage à un Imagineer ou une personnalité Disney, mais jusqu'ici, personne n'a encore trouvé qui. La charrette de ce fameux Doc Vassell rappelle donc les vendeurs itinérants de l'époque qui promettaient des miracles à leurs clients. Doc Vassell promettait d'ailleurs des élixirs et des remèdes en tout genre pour différents maux humains et animaux. Près des toilettes côté Phantom Manor, un bâtiment abrite le local du croque-mort de Thunder Mesa, G. Nutterville, dont le nom, Nutterville, pourrait être traduit comme ville de fous. Avant de nous diriger vers Phantom Manor, je m'autorise une petite aparté. Méconnu du grand public car visible uniquement depuis le Disneyland Railroad entre Main Street USA et Frontierland, le Grand Canyon Diorama est un passage inspiré du film Disney Grand Canyon
sorti en 1959 et récompensé d'un Oscar. La musique qu'on entend en le traversant est d'ailleurs celle du film. Direction Phantom Manor. Aviez-vous remarqué les serpents encadrant la plaque de l'attraction? Symbole du mal ou d'immortalité, leur présence n'augure en tout cas rien de bon. Sur cette même plaque, la tête de monstre à son sommet semble avoir été inspirée par Beethoven. Enfin, sur cette plaque, la mention Non omnis moriar, issue des odes d'Horace, un poète latin, signifie « je ne mourrai pas complètement ». Contrairement au Haunted Mansion des autres parcs Disney, Phantom Manor arbore volontairement un aspect délabré. Il faut savoir qu'à l'origine, Walt Disney souhaitait qu'aucun élément des parcs ne paraisse sale, non entretenu et abandonné. Or, afin de bien retranscrire l'atmosphère de l'attraction, les Imagineers, en France, ont dérogé à la règle. D'ailleurs, à Disneyland Paris, les jardiniers sont soumis à des règles très strictes en matière de taille de haies et d'arbustes. La tâche est d'autant plus délicate pour Phantom Manor, où la végétation, qui bien que renouvelée régulièrement, laisse paraître qu'elle est laissée dans son état naturel. Toujours à l'extérieur, on dit que la partie droite de Phantom Manor est volontairement plus abîmée car le mauvais temps vient de l'est. Je ne trouve pas ça flagrant perso, mais why not? Dans la file d'attente, on peut lire « Help me » sur la première fenêtre croisée en arrivant sur le porche. Si on a longtemps cru à une farce de cast member, la présence de ce message après la grande réhabilitation du Manor confirme qu'il n'est pas là par hasard. Observez le Manor de nuit. Parfois, on peut voir une lumière passer de fenêtre en fenêtre. Maintenant, surveillez les fenêtres justement. Vous apercevrez peut-être son fantôme à la fenêtre la plus à gauche du premier étage, depuis le cimetière. La mariée, quant à elle, vous observe à la nuit tombée depuis la fenêtre centrale de Phantom Manor, au-dessus du porche. L'architecture du Phantom Manor est inspirée de celle des demeures de San Francisco au XIXe siècle. Certains disent également qu'il ressemble fortement à la maison du film d'Hitchcock, Psychose. À l'origine, une écurie dans laquelle les visiteurs auraient entendu le hennissement des chevaux fantômes a également été envisagée pour les jardins comme le prouve cette maquette. Une fois à l'intérieur, dans l'ascenseur, levez les yeux au plafond quand l'orage retentit. Vous apercevrez le fantôme. La voix de la narration anglaise de l'attraction et du rire du fantôme est celle de Vincent Price. Longtemps remplacée par la version française de Gérard Chevalier, le doubleur officiel de Vincent Price au cinéma, la version originale est de retour depuis mai 2019. Depuis 2019 justement, la narration française de Phantom Manor est assurée par Bernard Allan, connu pour être le doubleur de Clopin dans Le Bossu de Notre-Dame. Maintenant, observez bien les portraits de la galerie avant d'embarquer dans votre véhicule. Ils ne sont pas tout à fait immobiles. D'ailleurs, c'est ici que vous apprendrez qui est en réalité le fantôme. Au début du parcours, regardez bien le cadran de l'horloge dont les aiguilles tournent à l'envers. Il compte 13 heures. Un peu plus loin, la scène du boudoir a été inspirée par le tableau All is Vanity d'Alan Gilbert. Le Manor dans son état d'origine est visible dans la salle de bal pendant le parcours, mais d'étranges nuages surplombent la bâtisse, annonçant le destin tragique du lieu, puisqu'il forme le fantôme. Dans cette même salle, parce qu'il s'agit d'un jeu de reflets et de miroirs, une erreur est survenue dans la scène de bal. Ce sont les femmes qui mènent la danse pour les couples, contrairement à la tradition populaire. À l'extérieur, sur le côté gauche du bâtiment, il y a un volet qui claque. Direction Booty Hill maintenant. Les habitants de Phantom Manor sont tous présents ici, sauf Madame Léota. Observez bien les tombes de Booty Hill. Les inscriptions sur celles-ci sont toujours très sarcastiques. Trouverez-vous la macabre chaîne alimentaire? Ces 4-là sont mes préférés. La tombe aux bottes criblées de balles est également très connue des fans. Ici repose Fred Leadfoot, il dansait trop lentement et maintenant il est mort. Notez que Leadfoot, le nom du propriétaire des bottes, peut être traduit par pied de plomb. J'aime aussi beaucoup celle-ci, Bea Arnold. Froid est mon lit, mais qu'est-ce que je l'aime, car encore plus froids sont mes amis au-dessus. Plus loin, une tombe honore le Hold in the Wallet Gang, soit le gang au portefeuille troué. Les membres cités ici sont les Imagineers qui ont travaillé sur le land et qui ont visiblement dépensé beaucoup d'argent pour ce faire. Juste devant, ces trois-là forment un étrange trio. Une querelle a visiblement mal tourné en 1859. L'union de Mary Murphy et Frank Ballard n'a visiblement pas plu à Madame Ballard si on en croit les inscriptions sur leur tombe. Au sol, à droite de la plateforme centrale, les tombes des époux Ravenswood, propriétaires du Phantom Manor, indiquent « Après querelle et dispute en tant que mari et femme, ils reposent maintenant en silence ». En face, se trouvent 2 tombes en l'honneur des 2 domestiques du manoir. Jasper Jones, serviteur loyal, mort en 1866, garda le maître heureux. Et Anna Jones, femme de chambre fidèle, morte en 1867, garda le maître encore plus heureux. Ça devient gênant là. Tendez l'oreille près de la grande tombe. Il est possible d'entendre des coups portés par une personne semble-t-il enterrée vivante. Certains disent qu'il s'agit de Mélanie, la fille du fantôme. Vous voyez cette structure? Elle m'a toujours laissé perplexe. Elle semble inachevée, non? Il semblerait qu'il s'agisse des fondations d'une crypte initialement conçue pour Arthur Ravenswood, le frère d'Henry Ravenswood, et Gabrielle Ravenswood, sa femme. Un mémorial à la sortie du cimetière rend hommage à la mémoire des mineurs morts lors d'une explosion dans la mine de Thunder Mesa.
Ces mineurs étaient prévenus qu'à creuser trop vite, ils perdraient leur or dans une explosion de dynamite. D'ailleurs, cette explosion a fait sauter le portail de Boot Hill et a eu des conséquences jusqu'à Big Thunder Mountain puisque c'est à ce niveau-là que le parcours s'affaisse pour le splash et la photo. Certains d'entre nous ne l'ont pas oublié, il y avait autrefois 2 bateaux à aube à Frontierland. Le Molly Brown donc, qui tire son nom de la riche rescapée du Titanic dont le mari a fait fortune en rachetant une mine, et le Mark Twain en hommage à l'auteur des aventures de Tom Sawyer. Ce dernier bateau, pour l'instant à l'abandon, est censé faire son retour à Disneyland Paris prochainement. Mais quand ? Ça. Notez que le Molly Brown est une exclusivité de Disneyland Paris. Les autres Frontierland n'ont quant à eux qu'un Mark Twain. Bon, nous on n'a plus de Mark Twain. On peut pas tout avoir, quoi. Et si vous vous amusiez à compter les étoiles du drapeau du Molly Brown, justement, vous n'en compteriez que 38 contre 50 aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque dépeinte dans Frontierland, il n'y avait que 38 États américains. Retour à Thunder Mesa. Ce bâtiment, le Thunder Mesa Mercantile Building, regroupe les boutiques Tobias Norton & Son, Bonanza Outfitters et Eureka Mining Supplies. Dans la partie Eureka Mining Supplies, on peut trouver un ancien ascenseur de mine. Toujours ici, levez les yeux et tournez-vous vers l'entrée de la boutique. Des bouteilles contenant des potions médicinales sont alignées. À l'extérieur, sur la façade, il y a une balance dessinée avec de l'or d'un côté et des poids de l'autre, rappelant les anciennes balances d'apothicaire. Ce bâtiment fait référence aux AC Offices qui servaient à évaluer la valeur de l'or. Entre les boutiques Bonanza Outfitters et Eureka Mining Supplies se trouve une pancarte vantant les mérites d'un produit miracle pour la pousse des cheveux à base de légumes siciliens. Ce produit a réellement existé et été commercialisé à la fin du 19e siècle. Il prévenait apparemment la chute des cheveux et l'apparition des cheveux blancs. À l'entrée du land, la partie Tobias Norton & Son rend hommage au Major Tobias Norton, donc l'un des personnages du film Disney Davy Crockett, roi des trappeurs, sorti en 1955. À l'intérieur, en levant les yeux, vous apercevrez plusieurs objets indiens, dont certains sont de véritables objets provenant de tribus des États-Unis. Il y a également les objets initialement présents dans les tipis à l'entrée de Frontierland, rapatriés dans cette boutique à leur fermeture. Bonanza Outfitters est la partie centrale du bâtiment. Elle tire son nom de Bonanza, une série télévisée américaine se passant au Far West diffusée entre 59 et 73 sur NBC. Direction Big Thunder Mountain maintenant. Le véhicule en face de l'entrée principale est un authentique tracteur, qui fonctionne toujours d'ailleurs, et il a une histoire toute mignonne. Il appartenait à un couple de vieux paysans américains qui a accepté de le vendre au parc. Avec l'argent reçu, le mari a pu acheter une bague à sa femme pour leur noce d'argent. Derrière la montagne de Big Thunder Mountain se trouve Wilderness Island, une île restée à l'état sauvage, directement inspirée d'une véritable île du même nom, située dans l'état du Maine aux États-Unis. Observez bien les geysers de l'autre côté de la montagne. Oui, c'est un squelette de théropode que vous voyez piégé dans les roches. En parlant de ces geysers, saviez-vous qu'une attraction du nom de Geyser Mountain avait été envisagée dans cette zone ? Son concept ? Comme la tour de la terreur, sauf qu'au lieu de descendre, vous montiez. Comme un geyser, quoi. D'ailleurs, cette partie du land est inspirée des paysages de Yellowstone aux États-Unis. Petit secret de fabrication maintenant. Pour faire paraître la montagne de Big Thunder Mountain plus haute que ses 33 mètres, les Imagineers ont utilisé un effet de perspective forcée. Les arbres au premier plan sont plus grands que ceux du fond, et les couleurs sont d'un ton plus doux à l'arrière et plus fortes au premier plan. Autre détail, la montagne de Big Thunder Mountain est la seule partie du parc où la végétation est artificielle. Big Thunder Mountain est par ailleurs l'élément central de Frontierland, dont les trains et la montagne sont visibles de partout dans le land. Et si vous avez comme un air de déjà-vu en la regardant, c'est parce que la montagne emblématique de Big Thunder Mountain est inspirée de celle de Monument Valley et de Bryce Canyon. Toujours à la recherche de réalisme, les Imagineers ont chiné tous les accessoires de la fin du 19e siècle que vous pouvez voir dans la file d'attente et le parcours de l'attraction, dans des villes fantômes, des musées, des mines abandonnées et les brocantes des États-Unis. Fun fact maintenant. Pendant la pose des accessoires et des instruments de la mine, les techniciens se sont aperçus que les outils d'aujourd'hui ne permettaient pas de fixer les vis et de serrer les écrous d'autrefois. Ils ont dû chercher et retrouver les outils d'époque pour le faire. Parmi les décors de la file d'attente de Big Thunder Mountain, il y a une mine avec un wagon situé à l'entrée, qui porte le nom de Baby Doe Mine. Baby Doe est le nom donné aux enfants dont on ne connaît pas le nom aux États-Unis, mais également celui d'une célèbre femme d'affaires ayant longtemps travaillé dans les mines du Far West. Il y avait autrefois un coyote qui hurlait sur l'Arche de Pierre, à l'ouest du Big Thunder Mountain. Il a lui aussi disparu. D'ailleurs, saviez-vous que notre Big Thunder Mountain est le seul à se trouver sur une vraie île, tout parc Disney confondu ? Il est entouré par un lac artificiel, nommé Rivers of the Far West, directement inspiré du Rio Grande et du Colorado. Un peu plus loin, entrons dans le restaurant Fuente del Oro. Certains murs de la terrasse ont des motifs réalisés avec des tasses de café incrustées. En continuant vers le fond du land, vous tomberez sur le Pueblo Trading Post, une boutique indienne inspirée de l'architecture d'un authentique village indien.
Pueblo de Taos, situé dans l'état du Nouveau-Mexique aux États-Unis. L'actuel Frontierland Playground était jusqu'à récemment nommé Pocahontas Indian Village. Cette aire de jeu a été inaugurée en juin 1996. Jusqu'à octobre 1994, cet espace était le quai d'embarquement de l'attraction Indian Canoe, où les visiteurs naviguaient en canoë sur Rivers of the Far West. Le quai est d'ailleurs toujours visible 25 ans après la fermeture de l'attraction. D'ailleurs, bien que renommée, cette aire garde les traces de son passé comme ce totem en bois à l'effigie de grand-mère Feuillage, Fleet et Meiko. Sur le tableau présent sur le bâtiment à l'entrée de Frontierland Playground, Raccoon et Coyote sont mentionnés. Il s'agit des noms des Killboats de l'attraction River Rock Killboats fermée depuis 2009. 3 autres bateaux sont mentionnés sur ce tableau, Gully Whomper, Bertha May et Sacramento Belle. Les 2 premiers sont inspirés des bateaux des contrebandiers du film Davy Crockett et les Pirates de la Rivière, sorti en 1955. Tout près de là, vous verrez cette affiche indiquant « Disparu, une caisse d'explosifs ». Si vous la voyez, prière de la retourner à TNT Blaster. Il s'agit d'un jeu de mots avec TNT, qui est un explosif, et Blast, qui signifie exploser. Juste à côté, tendez l'oreille. Vous voyez ce puits? On peut entendre des mineurs en plein travail. Si vous mangez en face, au Cowboy Cookout Restaurant, observez bien les chaises. Elles sont toutes différentes, comme à l'époque du Far West où chaque cow-boy venait avec sa propre chaise pour manger. D'ailleurs, la forme du bâtiment est celle d'une grange, lieu de travail des cow-boys justement. Sur le chemin pour la gare de Frontierland se trouvait auparavant un vrai moulin à vent, d'époque, à l'histoire typique. Son propriétaire a longtemps rechigné à s'en séparer car il passait son temps à l'observer. Mais les Imagineers ont fini par obtenir gain de cause en lui offrant une télévision en échange de son précieux moulin. Avant Frontierland Theater, il y avait Chaparral Theater. Et encore avant ça, Chaparral Stage, une scène non couverte où les spectacles étaient régulièrement annulés à cause de la météo. Tout près de là, dans Disneyland Railroad, Frontierland Depot, le bruit du télégraphe retranscrit en morse le discours d'inauguration de Walt Disney lors de l'ouverture du tout premier Disneyland. Toujours à Disneyland Railroad, vous verrez un ancien château d'eau. Il permet de remplir les réservoirs d'eau des trains du Disneyland Railroad, ces derniers fonctionnant partiellement à la vapeur. Et voilà, 5 secrets de Frontierland à Disneyland Paris. Et encore, j'en avais d'autres sous le coude. Vous les connaissiez tous? Parce que moi j'en ai découvert quelques-uns en faisant cette vidéo justement. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et que la prochaine fois vous en chercherez quelques-uns sur place. En attendant, il va falloir que je commence à réfléchir aux secrets d'Adventureland moi. Mais pas tout de suite hein. Évidemment, si ces secrets vous ont plu, je vous invite à partager la vidéo autour de vous, à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, et on se retrouve très vite, promis, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, et à bientôt!